Le management bienveillant. On en parle beaucoup, on en doute souvent, on le caricature parfois. Pour certains, c'est un management trop doux, trop permissif, pas assez exigeant, presque incompatible avec la réalité du business. Pour d'autres, c'est au contraire la condition sine qua non au bien-être des collaborateurs et par ricochet à la performance de l'entreprise. Mon invité se situe dans le second camp et incarne, au travers de ses livres, de ses conférences, de ses podcasts, cette vision d'un management à la fois humain et exigeant. J'aurai le plaisir, d'ici quelques instants, de recevoir sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences Gaël Châtelain-Berry, créateur du concept de management bienveillant. Après plus de 20 ans passés en entreprise en tant que manager, Gaël accompagne depuis une dizaine d'années entreprises et managers pour rendre le travail plus humain et plus performant. Bonjour Gaël. Bonjour Manuel. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences. Une première question pour ouvrir cette interview et pour rêver un peu. Le bon génie des soft skills vous offre généreusement un vœu pour changer le monde du travail. Qu'est-ce que vous lui demandez ? Que tous les managers sachent manager, enfin, et qu'on les forme vraiment. Alors c'est un vœu pieux. Je fais partie d'une génération où on devenait manager, c'était un petit peu comme une récompense. On commence un peu à les former, mais il reste beaucoup de travail. Je vous propose d'attaquer cette interview. En première partie, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi la bienveillance est une nécessité en matière de management. Vous dites souvent, et à juste titre, que la bienveillance n'est pas un luxe, que ce n'est pas une mode non plus. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue incontournable aujourd'hui dans l'entreprise ? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vais déjà commencer par un raisonnement par l'absurde. Quand les gens disent « mais on s'en manque un peu du management bienveillant », allez voir n'importe quel salarié et demandez-lui « qu'est-ce que vous préférez entre un manager bienveillant et un manager malveillant ?» J'en connais peu qui vont dire « malveillant ». Et pour autant, c'est vrai que quand j'ai créé ce concept-là il y a 10 ans, les anciens collègues de travail se moquaient un peu de moi. Ça fait très bisounours, la bienveillance. Mais sauf que maintenant, c'est de plus en plus difficile de recruter. Ça va l'être de plus en plus du fait de la pyramide des âges. Et les entreprises sont en train de s'apercevoir que, oh, tiens, il faut s'occuper de nos salariés. Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, disait déjà il y a 20 ans, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. On est très en retard en France sur ces sujets. Très en retard. Il n'y a pas d'entreprise sans êtres humains, donc il faut en prendre soin. Alors, vous le disiez justement à l'instant, quand on parle de bienveillance, il n'est pas rare de voir poindre un léger sourire en coin ou des yeux levés au ciel, comme si être bienveillant, c'était être trop gentil, pas assez exigeant, trop permissif, mou même parfois. D'où vient cette représentation, selon vous ? Mais vous savez, en France, on a un peu de problème avec la délicatesse, la douceur et la gentillesse. C'est comme cette expression « il est gentil ». Eh oui. Mais ça fait depuis toujours. Je suis né au siècle dernier, déjà tout petit, quand on dit « oh, il est gentil », on sentait bien que c'était moqueur. Et c'est renforcé en plus en entreprise, on a l'impression qu'il faut être dur pour être crédible. En tout cas, ça, c'est l'ancien monde. Il y a cette surprise avec les nouvelles générations qu'elles ne sont pas du tout comme ça. Parce que nous, on a été élevés par des parents qui ont connu les 30 Glorieuses, avec ce côté « l'entreprise est formidable, on doit tout à l'entreprise ». Nos enfants, on les a élevés avec un autre monde. Il n'y a pas un représentant de la génération Y ou Z qui n'ait pas eu, pendant son enfance, un proche au chômage. Pas un, statistiquement en France. Forcément, le rapport à l'entreprise est un tout petit peu différent. Et donc, les personnes qui associent toujours un peu naïveté à bienveillance n'ont pas compris que pour garder ces générations-là, il va falloir vraiment faire très attention. Nous, on fait partie de la génération qui a pu entendre. Dis donc, si tu n'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Les entreprises doivent se préparer, et c'est déjà le cas là, depuis 4-5 ans, à entendre, dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter. Ça change un peu le rapport de force. En quoi la bienveillance est-elle un levier de performance et de fidélisation ? Vous venez de le dire un peu, mais... En fait, la bienveillance, c'est un levier de performance que quand on est bien dans sa tête, globalement, on va être plus créatif, on va être plus productif. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre carrière d'avoir un boss où vous avez une boule d'angoisse à l'idée de le croiser dans le couloir ou alors qu'il vous dit « faut que je te voie », déjà vous voyez virer. Enfin, c'est horrible comme situation. Donc la bienveillance, encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas être exigeant, bien au contraire. Mais quelqu'un qui ne va pas être bienveillant, s'il y a une erreur, va hurler sur la personne. Quelqu'un de bienveillant ne va pas ignorer l'erreur, mais essayer de comprendre pourquoi il y a une erreur et essayer de former la personne pour que l'erreur ne se reproduise pas. Donc en fait, c'est mettre l'humain et surtout être respectueux. Je crois que la notion de respect, qui a été un peu galvaudée aussi il y a quelques années,
notamment par le rap et par voilà. Mais le respect, c'est un très beau mot aussi, et qui est intégré dans la bienveillance. On vient de parler du pourquoi. Je vous propose maintenant de parler du comment dans cette deuxième partie. Autrement dit, comment devenir ou être un manager bienveillant. Qu'est-ce que cela implique en termes de posture, en termes de prise de décision, en termes d'échange aussi, de communication au quotidien. Une première question assez simple en apparence. Concrètement, qu'est-ce qu'un manager bienveillant fait différemment d'un autre manager ? Alors c'est monstrueusement simple en fait. Ça tient en une phrase, il ne fait jamais à un membre de son équipe quelque chose qu'il ne supporterait pas que son propre manager lui fasse. Okay. C'est très biblique, mais c'est très vrai. Est-ce que j'aime bien, quand j'organise une réunion avec mon manager, que mon manager arrive 20 minutes en retard ? Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime bien quand mon manager me hurle dessus quand je fais une erreur ? Non, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime bien quand mon manager m'appelle à 22h le samedi pour parler d'un dossier qui peut attendre le lundi ? Non, je ne le fais pas. C'est que du bon sens en fait. J'étais assez étonné du succès du premier livre où j'ai créé ça, c'était Mon boss est nul mais je le soigne, il y a 10 ans, parce que je me disais, mais c'est trivial. Et pour autant, quand on sait, il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans, que la première source de démotivation chez les salariés français, c'est le fait que leur boss ne leur dise pas bonjour le matin. Bonjour. Enfin, tous ces gens n'ont pas été élevés par des ours ni des loups. Et pour autant, quand on devient manager, on oublie un certain nombre de comportements et on se dit, je suis manager, j'ai le droit d'arriver en retard, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et il y a toujours cette croyance, en fait, un peu, j'allais dire magique, non, malheureusement pas magique, mais que quand on est manager, on a plus de droits. Alors qu'on n'en a pas plus. On a plus de devoirs, mais pas plus de droits. Est-ce que c'est issu de cette croyance qui consiste à penser que le fait d'avoir tous les droits nous conférerait plus de pouvoir en tant que manager ? Complètement, mais surtout ma génération, très honnêtement. Enfin, notre génération, elle a été biberonnée avec ça. Si tu n'es pas manager à moins de 30 ans, c'est t'as raté ta carrière. Oui, derrière le management, il y a une notion de pouvoir qui va être longue à effacer. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est hyper intéressant de voir les études qui montrent que les jeunes générations ne veulent plus être managers. Je crois que c'est un peu autour de 20%. Ouais. Mais quelle bonne nouvelle! Enfin, il y a des générations qui réalisent qu'elles peuvent faire carrière sans forcément devenir manager. Et quand on sait que dans des structures, quelles qu'elles soient, il y a à peu près 15% des salariés qui sont des managers. Si on a 20% d'une classe d'âge qui veut vraiment être manager et qui est motivé pour l'être et qui comprend que c'est un métier, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Comment être bienveillant tout en étant exigeant en tant que manager ? Comment concilier les deux, la bienveillance, l'exigence et les résultats finalement ? Mais en fait, Manuel, je ne comprends même pas la question. Et non, mais parce que en fait, elle sous-entend qu'on peut opposer les deux. Mais quelqu'un qui fait une erreur, mais c'est comme dans la vie personnelle. Pour les personnes qui ont des enfants, ils vont comprendre. Un enfant qui fait une bêtise, je ne vais pas tout de suite lui mettre une tarte dans la figure. Alors que les générations d'avant, c'était tout à fait normal. Et même les instituteurs et les institutrices, dans les années 60 ou 70, pouvaient mettre des coups de règle sur les enfants. Maintenant, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est laxiste avec nos enfants. Mes enfants, j'en ai 2, ils ont fait un nombre de bêtises, mais incalculable. Pour autant, ils ne se sont jamais pris une fessée. Et c'est pas une gloriole. Ce que je veux dire, si on peut être exigeant, faire progresser les gens, leur apprendre, et être très dur, d'une certaine manière, dans ces exigences-là, sans pour autant être malveillant. Et cette bienveillance liée à l'exigence permet d'atteindre des résultats tout aussi honorables, voire même plus. Ah, mais pas tout aussi, plus honorables. Okay. Quand on voit le taux de turnover dans certaines entreprises, dans ma carrière, donc j'ai quand même passé 20 ans, j'ai pas été toujours saltimbanque, j'ai passé 20 ans en entreprise, et en fait, ça permet vraiment de fidéliser, et on voit certaines entreprises où le turnover est gigantesque, sans jamais qu'il y ait eu une remise en cause. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir, je crois que ça a dû évoluer, mais je crois que c'était 60% des DRH il y a 2-3 ans qui ne connaissaient pas le taux de turnover dans l'entreprise. Si vous avez un grand groupe, que vous avez 2 équipes commerciales, par exemple, une où il y a un turnover à 60% par an et l'autre où il y a 10%, la seule différence, c'est le management, point. Vous parlez assez régulièrement de feel-good management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est assez proche du management bienveillant. C'est juste, j'ai voulu être un peu prétentieux et avoir un mot un peu anglo-saxon, mais plaisanterie mise à part. Je pense qu'on a juste oublié que le travail, c'était pas forcément une douleur. Et le feel-good management, c'est aussi pour le manager, c'est tellement agréable d'être manager quand ça se passe bien. C'est un métier qui est super dur. Moi, j'ai géré des équipes de plusieurs centaines de personnes. C'est pas facile, parce qu'on est responsable de ces gens.
et qu'on est entre le marteau et l'enclume, entre les exigences d'un COMEX ou de son président ou de sa présidente, les exigences des équipes. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est tellement gratifiant. Et je pense qu'on peut exercer une activité professionnelle, être manager et connaître le feel good, enfin se sentir bien, en bon français, être équilibré, pas donner sa vie à son travail, mais avoir un bon équilibre entre les deux. C'est aussi cette croyance en France où plus on est important, plus on doit rester tard au travail. Alors, si je peux faire une toute petite parenthèse, en fait, des sociologues ont analysé le pourquoi de ce présentéisme à la française. C'est après-guerre la création du statut cadre, où en fait des chefs d'atelier ils étaient un peu mieux payés que leur équipe. Ils se sont retrouvés en 1948 à la création de la sécurité sociale avec des avantages sociaux, mais largement supérieurs, parce qu'il y avait le statut cadre. Et ils se sont dit, mais comment je vais légitimer ça, moi? Et ils ont commencé à rester plus tard et à se dire, je ne peux pas partir avant un gain de mon équipe, vu que j'ai plus d'avantages. Mais ça ne changeait rien à la productivité. Et en fait, c'est très spécifiquement français. Vous allez voir les Belges, les Allemands, les Suédois, les Anglais. Il n'y a que nous qui avons ça, vraiment que nous. Est-ce qu'on peut dire qu'être un manager bienveillant, c'est aussi être soi en tant que manager et ne pas incarner ou jouer un rôle? Alors, je ne sais pas si c'est être soi, mais en tout cas, c'est en premier être bienveillant avec soi-même. C'est ce que j'explique dans mes conférences. On ne peut pas être bienveillant avec les autres si déjà on n'a pas conscience de soi, du bien et du mal qu'on peut se faire et d'être vraiment équilibré. Moi, quand je vois des managers qui sont au bout du roulax et au bord du burn-out, je ne vois pas comment on peut être bon manager avec ça. Je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un déjà qui est exemplaire, donc qui ne va pas faire des mails le samedi à 22h, qui ne va pas faire des heures sup à ne pas savoir qu'en faire, à ne pas faire une réflexion à quelqu'un de son équipe qui partirait une heure plus tôt. Bah, tu prends ton après-midi. Ah, la fameuse phrase. Non, mais elle est horrible. Elle est terrible. Elle est horrible, mais elle existe encore. Bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce genre d'éléments qui va faire qu'un manager bienveillant, il a tout intérêt déjà, en premier de façon très égoïste, à l'être envers soi-même. C'est très clair, merci beaucoup. Je vous propose d'aborder la troisième partie de cette interview. On va parler soft skills. On parle souvent de bienveillance comme d'une posture, mais derrière cette posture, il y a des compétences concrètes à développer pour être un manager bienveillant. L'écoute en fait partie, l'art de savoir faire un feedback aussi, l'art de créer de la confiance également. Quelles autres compétences sont indispensables pour être vraiment, concrètement, véritablement, dans la vraie vie, un manager bienveillant? Alors vous avez donné les plus importantes, en l'occurrence l'écoute, c'est plébiscité par les collaborateurs et les collaboratrices, mais de façon écrasante. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être surprendre et qui est un gros mot en France. Aimer les gens. C'est tout bête, mais je ne crois pas qu'on puisse être un bon manager, un bon dirigeant ou une bonne dirigeante si on n'aime pas vraiment les gens. Et j'ai eu la chance d'interviewer un certain nombre de grands patrons, et je pense à Pascal Demurger, par exemple. Il parle de ça. Et il n'a aucun problème à dire, oui, moi j'aime certes mon entreprise, mais j'aime les gens qui travaillent dans cette entreprise. Parce que derrière l'amour des gens, il y a le respect, il y a prendre soin d'eux, pas considérer que c'est une variable d'ajustement plus que ça, parce que bien sûr qu'une entreprise peut avoir des problèmes économiques, ça peut arriver. Pour autant, avoir conscience pleinement qu'un manager sans son équipe n'est littéralement rien, mais rien. C'est le premier pas, je crois. S'intéresser à eux aussi? Oui, dans l'amour, je trouve que si on prend de façon globale, je sais pas comment vous êtes, Manuel. Mais, oui, quand j'aime les gens, je m'intéresse à eux, effectivement. Non, mais voilà, c'est intimement lié. Et dans l'amour, il y a effectivement s'intéresser à qui ils sont. Et vous voyez, par exemple, ça fait que 2 ans qu'on parle vraiment des salariés aidants. Oui. Être un aidant, c'est même pas que c'est une preuve d'amour. C'est un don de soi. Ça ne fait que 2 ans que c'est un vrai sujet en France. Alors que ces gens ont 2 métiers, littéralement. C'est parfois même 3. C'est un truc absolument incroyable. Aimer les gens, c'est se dire, ça fait partie de ta vie. Tu es un collaborateur, une collaboratrice, et pour autant, je ne vais pas te sanctionner si tu arrives 1 heure en retard parce que tu dois aller à l'EHPAD, parce que tu dois t'occuper des courses de ta mère ou de ton père ou de ton enfant. Bref, tout ça, ça fait partie. En fait, plus que mot amour, je pense humanisme, ça serait bien qu'on revienne à l'humanisme. Je crois que la France est un petit peu à l'origine du concept. Il y a quelques siècles. Peut-être l'a-t-on un tout petit peu oublié. Parmi les compétences que vous venez de citer, et peut-être d'autres qui permettent à un manager d'être bienveillant, lesquelles sont les plus difficiles à développer pour un manager, d'après vous? Dans le monde d'aujourd'hui? Alors, depuis toujours, la disponibilité. Il y a cette espèce de syndrome du « je suis important si mon agenda est blindé de réunions ». Et cette peur, cette angoisse de l'agenda vide,
qui fait que je reçois un nombre de messages, que ce soit sur LinkedIn, sur mes blogs. Je ne peux plus jamais voir mon manager, il est toujours en réunion. Il y a un chiffre moi, qui me terrifie, un manager en France va passer en moyenne par an 24 jours de 24 heures, 24 jours de 24 heures en réunion. Et il y a une autre étude qui a montré que 50% de ces réunions, du temps de ces réunions, n'était pas consacré au sujet des réunions. C'est-à-dire que si on rentabilise, si on rationalise les réunions en France, on peut, sans rien changer, passer à la semaine de 4 jours de 32 heures. Et c'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est typiquement français ou vous Oui. l'observez ailleurs? Non, c'est typiquement français. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains pays où les réunions sont pas longues, mais parler avec des Américains, une réunion d'1 heure et demie, ça n'existe pas. En France, quand on cale une réunion, on bloque quasiment automatiquement 1 heure. C'est quasi automatique. Sinon, c'est pas sérieux, c'est pas une réunion. Non, voilà. Et donc, je trouve que la disponibilité, c'est vraiment quelque chose qui est important. On n'est pas manager pour un titre, on n'est pas manager que pour un salaire. Le métier de manager, on l'avait oublié, mais pendant quasiment depuis les années 80, c'est gérer des gens. C'est être disponible pour eux. Le premier métier d'un manager, c'est de faire en sorte que son équipe soit dans les meilleures conditions pour produire le meilleur travail. J'avais adoré quand j'étais chez TF1, il y avait un de mes patrons qui m'avait dit « Gaël, ton métier en tant que manager, c'est de faire en sorte, en cas de succès, de faire briller ton équipe et en cas d'échec, de prendre toute la responsabilité. » Je trouvais que c'était un bon résumé. Alors, en mettant de côté la disponibilité dont vous venez de parler, si un manager ne devait changer qu'une chose demain pour être davantage bienveillant, ce serait laquelle? Partir tôt de temps en temps. Montrer l'exemple? Oui, être exemplaire, mais je pense notre rapport au travail, on est numéro 2 mondial du burn-out. À un moment, je crois qu'il faudrait prendre conscience qu'on ne vit pas pour travailler. Et ça, ma génération n'en est pas encore là. Donc moi, j'en suis à espérer que tout le monde parte à la retraite de ma génération et que peut-être la génération d'après sera un tout petit peu plus bienveillante de ce point de vue-là. Mais ça progresse, trop doucement, mais ça progresse. Espérons que ça progressera encore. Oui. Merci Gaël pour cet échange aussi utile que passionnant. Vous l'avez compris, derrière le management bienveillant se cache avant tout une conviction. Nous travaillons mieux lorsque nous nous sentons écoutés et respectés. Gaël vient de vous donner des clés très concrètes pour devenir un manager plus humain et plus efficace. À vous, maintenant, de les mettre en pratique dans votre quotidien. En attendant, je vous dis à très bientôt sur le plateau de Lefebvre Dalloz Compétences.